Le Covid-19 est devenu le prétexte à toutes les dérives du pouvoir. Voilà près d'un an que le gouvernement n'a de cesse de restreindre nos libertés. Depuis le début, nous sommes chaque jour à vos côtés pour vous livrer une information honnête, sans conflit d'intérêts et soucieuse de vos libertés. Cette semaine, le Premier ministre a proposé un projet de loi pour institutionnaliser l'état d'urgence. Les objectifs n'ont jamais été aussi clairs. Contraindre les Français à obéir, accepter l'isolement, le confinement, la domestication et même bientôt la vaccination, enfin la thérapie génique, sur laquelle nous n'avons aucun recul. Face à ce pouvoir autoritaire, il nous faut frapper plus fort. Grâce à votre soutien et bien sûr grâce à vos dons, vous pouvez renforcer TV Liberté. Car je dois vous le dire, à l'heure où je vous parle, le budget de l'an prochain n'est pas encore assuré. Pourtant, les liens que nous avons tissés, l'aventure que nous avons dessinée depuis maintenant de longues années doit continuer. Nous devons frapper encore plus fort. Alors, je compte sur vous. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Tueurs en série. Au programme ce samedi, c'est au tour d'Arnaud Soyer de vous parler série, de vous faire part de ses coups de cœur et de ses critiques avisées du moment. House of Cards, Viking, le jeu de la reine, c'est tout de suite avec Arnaud et moi je vous retrouve juste après pour vous parler d'une autre série. La semaine dernière, je vous avais parlé de La Révolution et pas en bien, je pense qu'on est tous d'accord. Cette semaine, je vais vous parler d'une autre série, une production allemande sortie également sur Netflix, Barbare. Bon, c'est une série historique aussi, donc je reste dans le thème, mais je ne ferai pas que ça. Alors Barbare, mieux ou pire que La Révolution? Je vous dis ça juste après, et je vous laisse en compagnie d'Arnaud. Du côté des immanquables, il y a House of Cards. C'est la première production originale de Netflix. Allociné lui donne 4,3 étoiles sur 5. Moi, je serais même un peu plus généreux. Elle a reçu 59 récompenses et distinctions bien méritées. Cette série bouleverse les codes habituels et notamment le rapport du téléspectateur avec le premier rôle. Je devrais dire les premiers rôles, car il s'agit d'un couple. Là, pas question de s'identifier à eux. Non, on apprend à se délecter du caractère ignoble d'un couple et de ses agissements odieux pour arriver à la première marche, à la marche suprême, la présidence des États-Unis. Une passion dévorante les unit. Cette passion, ce n'est pas le sexe, non. Chacun en fait son affaire avec l'autre, sans aucune jalousie. C'est leur amour du pouvoir qui les unit. Un amour dévorant, totalement platonique, mais authentique et sincère. Ils sont tous les deux subjugués par leur moitié. Ça nous rappelle Shakespeare avec Richard III marié à Lady Macbeth. Le premier rôle, c'est lui, Frank Underwood, merveilleusement interprété par Kevin Spacey dans le rôle du président américain. Autre code habituel renversé, le salaud est un démocrate. Ordinairement, cela incombe plutôt à un républicain raciste. Le plus drôle est que comme le président est un méchant, on l'a comparé souvent à Trump. Pourtant, dans la série, c'est bien le chef du Parti démocrate. Il faut être honnête, le choix politique de Frank Underwood est celui de la facilité. Son discours à la Soros est là pour camoufler sa détestation des petites gens et des faibles. Troisième code cassé, notre politicien noue une relation privilégiée avec le téléspectateur. Il s'adresse régulièrement à lui, directement. Rien à voir avec la voix off d'un narrateur, non, il nous parle les yeux, dans un troublant face caméra. Du grand art. L'autre premier et second rôle est celui de la première dame des États-Unis, Claire Underwood, interprétée par la fantastique Robin Wright.
Beaucoup plus distinguée que lui, elle est un peu la Cara Bruni américaine. Sa beauté, son élégance et sa parfaite éducation sont clairement un atout pour la conquête du pouvoir de son mari. Frank, d'apparence plus populaire, l'exhibe comme le trophée de chasse de l'homme qui a réussi. Mais elle a aussi un brillant cerveau et un appétit du pouvoir qui la place au même rang que son mari. Créer une attirance pour des repoussoirs était un pari risqué pour Netflix. Il est réussi. Personnellement, le cynisme de ce couple, style Clinton, m'a fasciné et l'arrêt brutal de la 6e saison m'a contrarié. Il faut dire que la fiction a rattrapé la réalité. Dans le contexte de l'affaire Harvey Weinstein, Kevin Spacey, donc l'acteur principal, est accusé par plusieurs hommes d'agression sexuelle. Comme avec Polanski, cela pose le problème pour l'appréciation de la dissociation possible ou non d'une œuvre avec son auteur. Pour ma part, je me demande même si ces accusations ne renforcent pas un peu plus la véracité de son interprétation. Changeons de lieu et d'époque avec Vikings. Si vous aimez le heroic fantasy où les filles chevauchent des dragons volants qui crachent du feu, mieux vaut regarder Game of Thrones. Si, comme moi, vous avez besoin de croire en ce que vous voyez, alors Vikings est fait pour vous. Et pour cause, c'est une réalisation pour les chaînes History du Canada et des États-Unis. Qui plus est, c'est une création de Michael Hurst, le réalisateur de la série historique Tudor. Quelques doctorants ont décelé ça et là quelques inexactitudes. Cela n'a aucune importance, car la série ne s'adresse pas à des thésards et somme toute, l'histoire des Vikings comporte autant de suppositions que de faits réels. Bref, le fond historique est bon et on y croit. Cette production canado-irlandaise est notée 4,4 sur 5 par les téléspectateurs d'Allociné. Et pour ma part, cela est amplement mérité. Elle est disponible sur Prime et Netflix. La série raconte l'histoire de Ragnar Lodbrok. C'est un authentique héros scandinave qui, de simple paysan, devient le chef de guerre semi-légendaire qui unifie les Vikings au 8e siècle. Là des raids pour l'Est que lui impose son roi, il se rebelle et initie les premiers pillages en terre chrétienne. Décors, dracars, costumes, tout semble réaliste. Ragnar est plutôt beau gosse, sans être une caricature d'acteur bodybuildé. Les nombreux combats sont féroces, car l'époque le veut, mais ils ne sont pas la trame principale de la série. Plus qu'une histoire de guerre, la série est un prétexte pour mettre en exergue la confrontation entre le paganisme du Nord et la civilisation chrétienne d'inspiration gréco-romaine. Même s'il ne rechigne pas à couper les têtes, Ragnar est fin d'esprit et c'est un véritable atout pour cette saga. Les séries ne sombrent pas dans la facilité de tourner en dérision le paganisme. On y voit même des femmes qui, à l'inverse du monde romain, devenu chrétien, sont sur un quasi-pied d'égalité avec les hommes et participent même au combat. La Gerta, la femme de Ragnar, est un modèle du genre. Bref, Vikings, c'est 6 saisons de bonheur qui vous plongent dans un autre monde, bien loin des éternels héros dépressifs américains. Justement, si vous en avez marre des séries qui broient du noir et vous poussent au suicide, je vous conseille vivement de voir Le Jeu de la Dame. Cette mini-série en 7 épisodes est un bol antidépresseur naturel. Sur Twitter, Netflix a annoncé qu'en dépit de son succès, il n'y aurait pas de saison 2. Et pour cause, la série s'arrête là où se termine le livre éponyme dont elle est adaptée. Enfin une histoire où on est entre nous. Je veux dire entre occidentaux. Il faut dire que les échecs sont au centre du jeu des acteurs. Les échecs, c'est un monde allant de la Californie à l'Oural. L'ambiance est originale. Ici, pas de méchants terroristes islamistes, ni de flics dépressifs alcooliques ou d'anciens marines victimes de syndrome post-traumatique. Non, on sort des schémas et des ficelles grossières des scénarios actuels. L'idée est simple. Il s'agit d'une petite fille qui démarre mal dans la vie et est soumise à quelques addictions, mais qui, par la volonté, se hisse au firmament où se tutoient les champions d'échecs. Cela se passe pendant la guerre froide de ses 8 à 22 ans. Si vous ne connaissez rien aux échecs, cela n'a pas d'importance car au fond, si ce jeu est omniprésent, c'est pour mieux illustrer l'attirance obsessionnelle, pas pour un être, mais pour une discipline abstraite, la passion à l'état pur. Une sorte de quête du Graal. Il y a ça et là des touches discrètes de féminisme, je dis cela pour ceux que ça énerve, ou inversement. Il est vrai que le premier rôle est attribué à une jeune fille dont l'intelligence n'a d'égal que son intrigante beauté.
Pas une beauté plastique, mais un charme peu commun et désuet où le regard fait tout sans qu'il soit besoin de la déshabiller. On voit dans ses yeux, tour à tour, de grands points d'interrogation, une émotion cachée, mais aussi le génie européen. Cette fille nous balade avec son mystère, et puis c'est une histoire morale où le travail, l'acharnement et la passion dans l'effort payent. C'est réconfortant et c'est sain. Vous l'aurez compris, Le Jeu de la Dame est la série idéale pour faire un break après une production flippante. Ce qui est certain, c'est que la championne du monde d'échecs, alors là, excusez-moi pour son nom, Mitra Erzazipour, une Iranienne installée à Brest, est bluffée par la série. À bientôt. Par rapport à l'épisode de la semaine dernière, je vais rester dans le thème historique pour le coup et vous parler de la série Barbare, sortie également sur Netflix en octobre. C'est une production allemande de Hans Ekman, Arne Nolting et Jeanne-Martin Scharf et la série a pour le coup une vraie vocation historique. Alors la question est la suivante, est-elle à mettre sur le même plan que la Révolution ? Eh bien pas du tout. Pour vous dire, j'ai regardé cette série juste après la Révolution. Mais vraiment juste après, genre l'épisode final de la Révolution venait de se terminer, boum, j'ai enchaîné sur Barbare et je peux vous dire que c'était pour le mieux. On est clairement un niveau au-dessus. Mais vous allez me dire, c'est normal, hein, c'est comme après avoir lu un livre de Christine Angot par exemple, Télé Loisirs, c'est génial. Certes, mais là quand même, je vous assure, c'est bien mieux. La série a pour thème et pour cadre la révolte des tribus germaniques contre l'occupant romain en l'an 9 après Jésus-Christ qui mène à la célèbre bataille de Teutobourg. Et dans ce contexte, on suit le destin de 3 personnages. Arminius, un Germain élevé à Rome qui va se retrouver tiraillé entre ses origines et sa fonction de général romain. Thusnelda, une sorte de fausse prêtresse germaine, et Folkwin, son compagnon. Tous les 3 sont des amis d'enfance, mais leur destin va être bousculé par l'histoire, par les intrigues. Mais bref, je ne vous en dirai pas plus, j'ai déjà fait un épisode de La Petite Histoire à retrouver sur TV Liberté concernant le contexte historique et les petites erreurs qu'il y a pu y avoir. Parce que dans l'épisode de La Petite Histoire en question, je ne m'occupe que de l'aspect historique justement. La série est-elle conforme à la réalité ou pas? J'ai donc pu constater qu'il y avait eu des petits problèmes, qu'elle prenait quelques libertés avec l'histoire, mais dans Tueur en série, dans cette émission, je vais me concentrer sur la série en elle-même. Qu'est-ce qu'elle vaut? Et comme je vous l'ai dit précédemment, Barbare est plutôt réussi, et je dis pas ça uniquement en comparaison avec la Révolution, hein. Franchement, ça se regarde très bien, facilement, on est vite pris dans l'intrigue, et ça, c'est un marqueur de bonne série. Dès l'épisode 1, vous êtes comme aspiré dans l'intrigue, voilà, ça commence, et vous avez envie de suivre l'histoire. Quand Breaking Bad commence avec Walter White en slip dans le désert sur le point de se mettre une balle, vous avez envie de continuer. Voilà, ça c'est le signe d'une bonne série qui commence. Et dans Barbare, sans bien sûr les mettre sur le même plan que Breaking Bad, et ben c'est pareil, l'épisode 1 pose l'intrigue et vous invite à le suivre. Alors que dans la Révolution, bon, vous arrivez à l'épisode final, vous avez toujours pas compris ce qui vous est arrivé, vous demandez même si vous n'êtes pas en état de mort cérébrale depuis quelques épisodes. La grande force de Barbare a été pour moi, outre son histoire qui est prenante, ça a été l'ambiance. L'atmosphère. Les décors sont jolis et immersifs, les costumes sont très réussis et le fait que les Romains parlent latin, ça peut paraître rien mais quelle classe! Quelle classe d'entendre ces Romains parler latin, c'est un petit détail, mais ça fait beaucoup de choses et ça rend très bien. Alors oui, les scènes dans le village sont un peu répétitives, mais c'est vraiment bien reconstitué. Le camp romain aussi est pas mal foutu. La dense forêt de Teutobourg avec ses mythes, ses légendes, tout ça est très agréable et on se prend vraiment au jeu, on prend du plaisir à se laisser transporter les 2 pieds dans cette époque. Les scènes de combat aussi sont bien faites, un peu dans la même veine que ceux de la série The Witcher, qui c'était d'ailleurs l'une de ses seules qualités à cette série, et la bataille finale se laisse regarder aussi, sans trop de problèmes. Bon, bien sûr, difficile, voire impossible d'égaler la mythique bataille du début de Gladiator de Ridley Scott, mais je m'attendais vraiment à pire, hein, et c'est franchement plutôt réussi, en tout cas on est loin du 12v12. C'est déjà ça. Bon, la série n'a pas que des qualités, on tombe un peu trop souvent dans la mode du moment, le mythe, la glorification du barbare, le gentil barbare, le gentil sauvage face aux Romains qui pour le coup est montré le plus souvent comme oppresseur, grossier, prétentieux. Mais franchement,
c'est pas excessivement prononcé. On a quelques touches légères de féminisme. La série commence littéralement, la première scène, c'est un mariage forcé, et ça entraîne une réflexion sur le rôle de la femme dans les sociétés germaniques et romaines. Et puis il y a le rôle de Thusnelda aussi, vous savez, l'héroïne principale, l'une des héroïnes principales, la guerrière, qu'on voit se métamorphoser et devenir une sorte de guerrière héroïque, épique, intrépide, charismatique. Enfin bon voilà, le trait est légèrement prononcé, mais rien de grave. Donc verdict, la série se regarde bien, c'est pas du grand art bien sûr, mais je vous la recommande, ne serait-ce que pour ses décors, son atmosphère et son histoire, qui est plutôt captivante et agréable à suivre. J'ai vu qu'en Allemagne, la série a été très mal reçue à cause du jeu des acteurs qualifiés de catastrophique. Alors personnellement, je m'en étais pas rendu compte parce que je regarde mes séries en VO, donc là c'était en allemand, sous-titré bien sûr, et je pense que la barrière de la langue a fait que je me suis pas forcément rendu compte que les acteurs jouaient mal, sauf à quelques moments où c'est franchement abusé. Bref, elle mérite un bon 3 étoiles sur 5, et puis pour en terminer avec cette comparaison, on est franchement largement un niveau au-dessus de La Révolution. Ça n'a clairement rien à voir. Donc si vous aimez les séries historiques, cette ambiance, allez-y, ça se regarde largement, d'autant qu'une saison 2 vient d'être annoncée. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Tueurs en série. Comme vous le voyez, on se retrouve chaque semaine avec des formats assez différents. Ça peut être des entretiens, comme avec Pierre Jovanovic, ça peut être des débunkages, comme la semaine dernière, ou là, des critiques et analyses, décryptages de séries. Donc voilà, vous voyez que c'est assez varié et j'espère que vous commencez à prendre le pli. J'espère que le concept vous plaît. N'hésitez pas à donner vos avis constructifs en commentaire. Les commentaires sont là pour ça, pour nous faire des remarques et nous aider à progresser et à améliorer l'émission. Je vous invite bien sûr à aimer la vidéo, à partager et à vous abonner à TV Liberté. Et moi je vous dis à samedi prochain pour un nouvel épisode de Tueurs en série.